Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, l'émission, vous la connaissez déjà, c'est chaque dimanche à partir de 11 h sur les antennes de la RTB. C'est une émission en direct qui permet aux confrères de la presse nationale de décrypter, d'analyser et de commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, 5 sujets nous intéressent. Il s'agit du procès du gouvernement Tiao III. 32 membres de ce gouvernement comparaissent pour leurs responsabilités présumées dans la répression des manifestations des 30 et 31 octobre 2014. Le procès, vous le savez, a été une nouvelle fois renvoyé du 4 au 8 mai. Donc demain, nous parlerons également de la crise qui secoue le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo au Burkina et le second tour de l'élection présidentielle en France sont les autres points de l'actualité sur lesquels nous allons débattre ce matin autour de la table des visages et des noms que vous connaissez déjà. Alors, nous avons Boukari Woba du bimensuel La Mutation. Bonjour Woba. Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour. Et nous attendons Ladi Bama du journal Le Reporter. Nous espérons qu'il nous rejoindra d'ici peu. Alors, prévu d'abord le 27 avril, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été renvoyé au 4 mai. À l'audience du 4, le procès a une nouvelle fois été renvoyé au 8 mai, c'est-à-dire demain, pour permettre aux avocats commis d'office à deux accusés de connaître le dossier. Alors, chers confrères, vous avez suivi donc les péripéties de ce procès. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un procès qui démarre difficilement? Bama. Bama ou Woba. Bama qui vient de nous rejoindre. Bonne arrivée. Alors Woba, donc en attendant que Bama finisse de s'installer. Vous demandez si c'est un procès qui démarre difficilement. On peut répondre par oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que moi je trouve qu'on devait s'attendre à ça, que le procès ne puisse pas démarrer au premier jour comme prévu. Qu'il puisse avoir un renvoi, deux renvois, pourquoi même pas 3 renvois. Je pense que c'est un procès hautement important, assez complexe aussi, et il fallait s'attendre à ce que ça ait un démarrage assez lourd. Donc, pour la première fois, déjà ça coïncidait avec cette cérémonie de barreau, donc la rentrée. Donc je pense que c'était difficile de pouvoir tenir le procès pendant que les avocats sont censés être à leur rentrée. Donc ça a été en toute logique renvoyé. Et puis cette fois-ci, pour des questions de forme, parce que le procès ça démarre toujours avec la forme, qui est aussi importante que le fond. Donc dans la forme, lors déjà du 27 avril, on avait fait remarquer qu'il y a 2 ministres qui n'avaient pas donc, des avocats. Or, en la matière, il semble que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait forcément un conseil pour chaque accusé. Donc nécessairement, le 4 dernier, le 4 mai, on a commis des avocats d'office à ces accusés-là. Il fallait nécessairement qu'ils prennent le temps pour découvrir aussi les dossiers. Donc je pense que c'est de bonne guerre. On va attendre demain, le 8, pour la 3e fois. On ne sait pas encore si cette fois-ci ça sera la bonne ou pas. Mais en tout cas, moi, rien ne m'étonne et je trouve que ça se passe comme ça devrait se passer. Pour moi, véritablement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'accord. Alors, Arnaud, est-ce que c'est votre avis? Oui, je pense aussi, avec plein d'éléments regrettables une fois de plus. Je parle juste, bien sûr des éléments qui poussent au report de ce procès-là. D'abord, il est difficile de comprendre qu'on puisse programmer le procès à la même date que la rentrée du barreau. Ensuite, que l'on reporte parce que, voilà, ce n'est que la veille
que certains avocats ont été commis d'office pour connaître le dossier de leurs clients. Ça aussi, je trouve que c'est un manquement assez sérieux quand même. On ne devrait pas en être là. Mais soit, c'est les faits, c'est le cas. Il faut maintenant espérer qu'il n'y ait pas un troisième renvoi demain. Et je pense que, Gouba l'a dit, c'est un procès hautement important. C'est quand même des anciens ministres de ce pays. Et c'est la première fois que la Haute Cour de justice, si je ne m'abuse, tient un procès depuis son installation. Et les débats promettent d'être assez houleux, puisque déjà ça a commencé déjà avec les vices de forme posés ça et là par les uns et les autres, concernant notamment l'une des juges qui, voilà, de la Haute Cour. Exactement, qui, selon les avocats, vu qu'elle vient du tribunal d'État, ne doit pas pouvoir siéger à la Haute Cour parce que voilà, elle est... Ça ne fait pas partie de l'ordre. Exactement. Judiciaire. Et aussi, l'avocat de Blaise Compaoré et... Oui, justement, j'allais Voilà, venir. ça posait un certain nombre de... Ça fait que ça promet, même si le début est difficile. Oui, on peut dire que voilà, donc l'avocat de Blaise Compaoré a été d'une certaine façon la star de ce procès. Bien sûr, bien sûr. Je pense que lui-même, il est bâtonnier de Paris. Lorsqu'il a pris son avion pour voir à Toubou, il sait très bien ce qu'il venait pour faire parce qu'il savait très bien les dispositions de la loi le concernant. Il ne pouvait pas plaider donc pour son client n'était pas là. Ce sont les dispositions de la loi burkinabé, il le connaissait très bien. C'est pour cela que dès le début du procès, on l'a vu dans l'enchaînement, c'est vraiment le show de Maître Pierre sûr qu'on a eu. Et malheureusement, pour moi, nous aussi, on a été complices en tant que presse de ce show-là parce qu'on l'a mis plus en lumière et on a occulté certains faits de cette audience-là, notamment l'absence du général Djendjéré. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il va bien. Et je pense qu'on est tous allés, on s'est tous laissés embarquer par Pierre Revessur qui savait très bien qu'il ne pouvait pas le faire, mais qui a monté son show et qui a réussi, parce qu'il a réussi donc à faire passer son message, à faire la une de tous les quotidiens et de toutes les radios et télévisions du Burkina à partir de ce show-là. Voilà, je rappelle qu'il a été récusé, hein, la Cour donc a dit qu'il ne peut pas représenter donc son client. Le fait compte tenu voilà, du fait que Blaise Compaoré lui-même n'est pas présent donc, à ce tribunal. Oui, Bama, qu'est-ce que vous avez pensé donc, on va dire donc, de l'intervention hein, de cet avocat qui dit que le Burkina viole d'une certaine façon les textes hein, au niveau international, même si au niveau national on dit que lorsque l'accusé n'est pas là, alors son avocat ne peut pas le représenter. Il faut dire que là, hein, on est de plein pied dans vraiment le débat juridique, n'étant pas des spécialistes, recevant du pour nous autres, de pouvoir cerner ce genre de débat-là. Mais ce que moi je retiens, c'est que ce monsieur, il a reçu son coup. Parce que là, il venait au Burkina pour réussir une mission bien précise. Je pense qu'il a reçu sa mission. Et là, moi, ce que ça me laisse penser, c'est que cette haute cour de justice-là, elle ne nous rassure pas. Moi, franchement. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses en si peu de temps. Au-delà de l'avocat, il y a la question dont vous avez parlé tantôt, à savoir la présence d'un membre de la Cour, que la Haute Cour n'a pas pu trancher. Elle a dit qu'elle était incompétente pour trancher de la question. C'est la première fois que moi je voyais ça. Une Cour qui est saisie par rapport à sa propre compétence, qui dit qu'elle est incompétente pour trancher sur sa propre compétence. Qui va le faire, je ne sais pas. Et cet avocat, quand moi j'écoute certains spécialistes du droit quand même par rapport à l'affaire dessus, c'est que c'est pas aussi évident qu'on le dit, hein, disent qu'il ne pouvait pas présenter et représenter son client. À écouter certains spécialistes, ce n'est pas très évident. Parce que là aussi, c'est peut-être dans le fond que le problème peut se poser. Mais à partir du moment où il s'est constitué, il est bel et bien habilité à se présenter
au niveau des questions de forme, en tout cas, il doit pouvoir dire quelque chose. Quitte à ce que maintenant, dans le fond, si son client n'est pas là, on peut peut-être le recuser à ce niveau-là. Mais déjà là, de prime abord, comme ça, déjà le repousser, ça pose problème quand même, comme il a dit. Et peut-être qu'il faut attendre la fin de tout ça pour savoir ce que ça va avoir comme effet sur ce dossier-là, parce qu'il n'est pas exclu que si l'affaire n'a pas bien été domestiquée ici au Burkina, ça peut avoir des rebondissements dans les cours internationaux, et là, c'est pas les cours internationaux plutôt, et là, c'est pas évident. Il ne faudrait pas aussi que le Burkina perde de l'argent pour des questions qu'on aurait pu régler convenablement chez nous en interne ici. D'accord. Alors, Bama a dit quelque chose, la Cour ne le rassure pas d'une certaine façon. Est-ce que le sentiment est partagé autour de la table? Non, moi, véritablement, je n'ai pas de problème avec tout ce qui se passe jusque-là. Je trouve qu'il faut être serein. Peut-être les gens s'attendaient à ce qu'on démarre tout de suite et qu'on va au fond du dossier. Or, moi, personnellement, je suis persuadé que ce procès-là, il va traîner avant véritablement de démarrer. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est normal. Même les avocats s'y attendaient. Même le jury s'y attendait. Donc, il faut que nous, l'opinion, et nous, journalistes aussi, on se prépare à s'attendre à toutes les tournures possibles. Concernant cette magistrate qui est récusée, c'est un débat juridique. Il y a des raisons pour soutenir effectivement la position des avocats et il y a des raisons pour soutenir peut-être la position du jury. De ce que moi j'ai pu comprendre, elle relève du Conseil d'État, qui est de l'ordre administratif. Mais le Conseil d'État, quand vous regardez dans notre Constitution, le titre qui est consacré au pouvoir judiciaire, c'est dans ce titre-là qu'on cite le Conseil d'État, au même titre que la Cour de cassation. La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. On dit de l'ordre judiciaire. Et le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Donc, sur des questions administratives. Mais n'empêche que le Conseil d'État, c'est dans le pouvoir judiciaire. On est toujours dans le pouvoir judiciaire. Et ce que la loi sur la haute cour de justice dit, c'est que c'est le président de la Cour de cassation qui nomme des magistrats de grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire, non pas de l'ordre judiciaire. Et là, il faut peut-être se demander, hiérarchie judiciaire, ça veut dire quoi? Ce qui est écrit dans le texte, ce n'est pas de l'ordre judiciaire. S'il était dit de l'ordre judiciaire, la Constitution dit bien que l'ordre judiciaire n'implique pas le Conseil d'État. Mais la hiérarchie judiciaire, là, ça veut dire qu'on est au firmament de la question des institutions judiciaires. Et là, dans les institutions judiciaires, il y a aussi bien le Conseil d'État qui fait partie des pouvoirs judiciaires. Donc, de ce point de vue-là, le débat, il est vraiment là. Ça c'est mon avis. Je pense qu'il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Donc, en définitive, qu'on est tranché pour X ou pour Y, moi, j'ai dit, c'est tenable. C'est tenable. Donc, le débat, il est là, il est ouvert. Par rapport à mettre sur Olivier, moi, je pense que lui-même, il n'est sûr de rien, hein, parce qu'il dit qu'il a le droit de plaider. Il invoque des conventions internationales, mais en réalité, il ne cite rien au fond. Il n'avance pas d'arguments appuyés de jurisprudence éventuellement. Donc, ça reste vague, ça reste flou. Et personnellement, bon, comme je le dis, hein, on va laisser le tribunal dans sa souveraineté de décider de la poursuite de cette audience-là. En tout cas, la Haute Cour de justice a fait un communiqué, oui. Vraiment, ce qui n'était pas nécessaire. Moi, je pense, voilà, on tombe déjà dans... Oui, a fait un communiqué, peut-être pour tenter de... C'était pas du tout nécessaire. C'est des choses qui contribuent à faire que moi, je ne suis pas du tout rassuré de cette Cour. Est-ce que cette Cour avait besoin de se laisser aller dans le jeu de l'avocat? Parce que ça, c'est le jeu de l'avocat, à partir du jeu de l'avocat en question. Une Cour, ce n'est pas pour faire des campagnes médiatiques, comme ils sont en train de le faire actuellement. Ils ont un lieu pour se justifier, c'est dans la décision qu'ils vont rendre. Ils vont motiver la décision et puis ça s'arrête là. Ils n'ont pas à faire des communiqués pour nous dire quoi que ce soit ici. Et en plus, sur la question de la compétence, comme Oba l'a dit, il aurait fallu que la Cour nous le dise en même temps. S'ils savent que la chose est aussi claire comme Oba le dit, qu'ils nous disent que oui, ils sont compétents et puis l'affaire est tranchée, mais disent qu'ils ne sont pas compétents pour parler de cette question. Maintenant où on va, qui va le faire, et puis voilà. Ça nous laisse en tout cas inquiets, oui. En tout cas par rapport à la suite. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Bama. Cette Cour ne me rassure pas. Et encore plus, elle a des positions qui sont assez gênantes pour moi. Quand, sur place, au moment de l'audience, la Cour dit que voilà, on va passer à autre chose, quitte à revenir après, par exemple, concernant M. Su, et déclarer aussi que, concernant
la présence de Maître Bado, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle n'est pas compétente pour décider. Bado, oui. Voilà. Pour après se renseigner, je fouiller, faire des recherches. Moi, je prends ça comme ça. La Cour est allée après faire des recherches pour sortir un communiqué de presse et donner des explications. Pour moi, c'est des preuves de faiblesse. Et c'est gênant pour une haute juridiction, pour une haute cour. Mais il faut rappeler qu'elle est à sa première expérience. Même si elle est à sa première expérience, elle n'a pas d'excuse. Et déjà, quand je vois la composition de la Cour, le président n'étant pas un magistrat, même si c'est autorisé par la Constitution, moi, ça me pose un problème. J'attends qu'on entre dans le vif du sujet pendant ce procès pour voir comment le président de la Cour va se défendre face à des avocats aguerris à la chose judiciaire. Moi, je suis pressé de vivre ces débats-là. Mais en attendant, le fait que la Cour ne puisse pas décider à l'instant T pour repartir faire des recherches, parce qu'on ne peut pas me convaincre d'autre chose, ils sont allés faire des recherches pour produire un communiqué de presse et se justifier sur leur décision. Pour moi, c'est gênant. Et ça ne rassure pas sur l'issue. D'accord, oui, Hyacinthe. Non, sur les doutes sur la Haute Cour, bien sûr, on peut le savoir, puisqu'il n'y a que 3 juges professionnels comme membres de cette Cour, on peut toujours supputer dessus. Mais moi, il y a un fait qui, quand même, pour moi, est assez intéressant dans cette notion de communiqué de presse, cette sortie d'une juridiction qui ne dit mot consent. Si elle s'était laissée mettre Olivier sur s'épandre dans les médias, c'est donc la version de Maître Olivier Sur qu'on a. Maintenant, au moins, on a sa version, à nous de la recouper et de sortir la vérité. Je pense que quand même, cela, il faut louer cela en termes de communication de cette Cour-là, qui a fait un effort. Et bien sûr, pour le plan de la pertinence, on a le débat avec la Constitution qui, normalement, si on en tient là, c'est le premier, le dernier procès de cette Cour-là. Donc, les doutes qui sont là, bien sûr, ils sont tout à fait légitimes sur le plan de... Parce qu'au-delà de ça, moi, je me pose même la question des personnes. Lorsque je regarde la qualité de certaines personnes face à celles qu'elles doivent juger, il y a des questions qui se faut se poser. Donc, je me demande jusqu'où pourra aller cette Cour-là. Mais je pense que ce procès-là aussi est un bon test pour elle-même, pour pouvoir juger de sa pertinence et de son fondement. Et à partir de là, la Constitution viendra trancher. D'accord, oui. Juste un dernier point sur cette Cour-là. D'ailleurs, il y a des questions de sa suppression. Et moi, je suis, au regard de ce qui a commencé déjà, moi, je milite désormais pour sa suppression. Parce que finalement, je ne vois pas ce qu'elle va nous amener dans ce contexte-là. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une réorganisation peut-être pour... Non, je ne vois pas. Parce que cette Cour, finalement, quand tu regardes, en réalité, c'est une Cour qui a été... C'est un machin politique qui a été inventé juste pour des gens d'une certaine classe. Sinon, moi, je ne vois pas ce que ça va nous apporter. Regardez, par exemple, devant cette Cour, on dit qu'il n'y a pas de partie civile. Les gens seront jugés, mais ils seront peut-être juste condamnés pour des questions pénales seulement. Il y a pas, les victimes ne pourront pas faire des réclamations, des dédommagements et tout ça. Et c'est peut-être au pénal, si jamais il y a un procès là-bas, que les victimes pourront se faire. Et là, au pénal, c'est quoi? C'est des petits RSP qui ont tiré peut-être sur les gens, qu'on va juger là-bas. Les ministres qui ont été là-bas de ça, ils ne seront pas jugés là-bas. Et quand on prend un ministre, un premier ministre comme Tiao, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qu'on peut, affliger une sanction pécuniaire pour qu'il puisse dédommager ces victimes-là. Un petit RSP qui est dans un célibataire, mais il a quoi ici pour pouvoir dédommager ces victimes-là? On dit que ces gens-là seront jugés par une autre cour où il n'y a pas de partie civile. On pourra peut-être juste les condamner à un sursis, à quelques mois de prison à sursis, et puis ça s'arrête là. Mais en termes de dédommagement pécuniaire, il n'y a rien. Il n'y a rien, et ça, c'est vraiment dommage. Cette cour-là, moi, il faut vraiment s'en débarrasser. Il ne faut pas faire le procès. Je pense que ce procès doit justement faire sortir la responsabilité pénale des 32 membres du dernier gouvernement de Blaise sur la répression de l'insurrection. Et pas sur toute la répression de l'insurrection, sur précisément 7 victimes et 88 blessés dans la répression de l'insurrection. Donc, ces 7 victimes, ce sont... les 3 victimes autour des domiciles de François Compaoré, 2 victimes autour de l'hôtel Laïco et les 2 autour de la RTB le 2 novembre. Donc, je pense qu'il faut déjà centraliser le débat sur ça. C'est-à-dire qu'on attend de savoir qui est responsable pénalement. Et maintenant, en fonction de cela, va décliner les sanctions qui vont encourir. C'est aussi simple que ça dans l'ordre actuel, dans le dossier actuel. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Oui, Woba. Il y a plusieurs débats notamment dans cette affaire. Déjà, moi, je pense que le procès il va être centré sur la responsabilité
personnelle, individuelle de chacun dans ce conseil des ministres du 29 octobre qui a décidé de prendre cette réquisition complémentaire. Parce que c'est ça le débat. Ce procès-là, ce n'est qu'un début de procès dans le procès de l'insurrection. Sinon, on n'est pas encore en train de faire véritablement le procès de l'insurrection populaire. Le procès de l'insurrection viendra. Ici, il y a un groupe de personnes qui se sont réunies de plein droit. La loi les y autorise, ils sont des ministres, et ils ont pris une réquisition. Et là, on trouve qu'en la matière, peut-être, il n'y avait pas lieu de prendre cette réquisition qui fait appel aux forces de 3e degré pour venir maintenir l'ordre, alors que visiblement ce n'est pas leur travail. Et en la matière, il y a eu déjà un travail qui a déjà été fait par la commission d'enquête qui avait été présidée par Maître Batibé Benao. Et à l'intérieur, il y a des éléments. C'est-à-dire qu'il y a un comité de crise qui avait été mis en place, qui a travaillé, qui regroupait des chefs militaires. Ils ont tenu 2 réunions importantes. Une réunion le 28 octobre et une deuxième réunion le 29 octobre. Donc le 28 octobre, ils avaient décidé de recourir justement au fort de 3e degré. Et le 29 octobre, ils se sont réunis, ils ont pris cette réquisition complémentaire, qui malheureusement serait même arrivée en retard. Il semble que quand la réquisition est arrivée au chef d'état-major général des armées, à l'état-major, il était 11h, le 30 octobre. À 11h, je pense que pour tous ceux qui étaient sur le terrain, on avait pratiquement fini. Voilà, le travail avait été fait. Donc quelque part, on dit même que, bon, véritablement, la réquisition n'a pas servi, ou bien en tout cas, les forces de défense et de sécurité n'ont pas attendu la réquisition avant d'agir. Et il y a eu mort d'homme. Donc, le débat va être véritablement recentré sur ça. Maintenant, sur l'importance de cette haute cour de justice. Moi, je suis d'accord pour sa suppression. En vérité, c'est quoi? C'est un tribunal de privilèges. N'est pas jugé à la haute cour de justice qui veut, mais qui peut. C'est un tribunal parce que pour d'abord être accusé là-bas, il faut qu'on vote pour qu'on te mette en accusation. De nous qui sommes sur la table ici, c'est qui on a besoin de voter pour lui pour qu'il soit accusé. Si vous faites quelque chose, on vous trimballe, il faut quand même une juridiction pour juger les anciens. Mais bien sûr, je comprends. Je comprends. Oui, il va terminer. Il termine. Même si on supprime, ça peut être les tribunaux de droit commun. Parce qu'actuellement, c'est d'ailleurs ce qui est prévu. Si on supprime, les tribunaux de droit commun vont les juger. D'ailleurs, la Haute Cour de justice juge les ministres et les chefs d'État dans l'exercice de leurs fonctions. Si un ministre commet un délit, un crime, qui n'entre pas dans l'exercice de ses fonctions, il va être jugé au tribunal de grande instance de Ouagadougou ou devant d'autres tribunaux. Donc, ce n'est pas la personne physique, c'est la fonction qui a été protégée. Mais désormais, si en tout cas la Constitution de la Ve République est votée, dans sa mouture actuelle, cette cour-là n'existe plus et ils vont être jugés au même droit que tout Burkinabé. D'accord. Arnaud, sur oui, la légitimité de cette cour, selon... Non, je pense que la cour, même dans la préparation de la future constitution du Burkina, elle va disparaître et c'est logique, c'est normal, je suis d'accord avec eux. Maintenant, je voulais revenir en fait sur les débats qui vont venir. Quand j'écoute les uns et les autres parler de ça, et quand je trouve que Maître Sur n'a même pas besoin de faire le déplacement. C'est vrai, il est venu pour faire son show, se faire remarquer, voilà. Mais un monsieur comme Baba Ama, par exemple, avait au départ refusé d'avoir un avocat. C'est pourquoi on lui a dit à la dernière, après que voilà, il faut forcément un avocat. Il a dit, je n'ai pas besoin d'avocat pour me défendre. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que voilà, il y a eu une décision en conseil de discipline qui a été prise. C'est facile de retrouver les choses. Il y a le journal officiel du Faso, il y a le décret, et la publication du conseil, il y a les copies de presse et tout et tout. Donc, on peut situer les responsabilités dès ce niveau. Donc, je pense que c'est pas aussi épais pour mobiliser autant d'attention, a priori en tout cas. Maintenant, ce qui gêne, c'est que, je reviens là-dessus, les membres de la Haute Cour de justice là, ne donnent pas l'impression de maîtriser leur sujet. Et ça, c'est tellement frappant. Je suis d'accord avec Yassine que c'est bien de répondre à Maître Sur dans la presse, mais sur place, Maître Sur a posé le débat et ça n'a pas été tranché. Et c'est après que, voilà, on sort avec des éléments bien construits pour publier. Pour moi, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et c'est tant mieux si ça doit disparaître aussitôt au nez, quoi. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat parce qu'on est pris par le temps. On parlait tantôt de justice, justement.
la justice, la vérité et la réconciliation des Burkinabés. C'est la mission confiée au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à Ashkroun. Mais ces derniers jours, le Ashkroun, vous le savez, traverse une crise. 16 sur 21 membres que compte cette structure ont signé une pétition de démission du président donc du Ashkroun. Il dénonce l'absence de résultats concrets pouvant assouvir les attentes légitimes du peuple burkinabé sur le chemin de la réconciliation. Vous avez suivi donc cette actualité. Alors, quel commentaire vous inspire cette crise au sein donc du Ashkroun? Hyacinthe. C'est une institution dont on n'a pas besoin de constitution ou bien même de fora pour décider de sa suppression. Je pense tout simplement qu'il faut la supprimer. C'est aussi simple que ça. Autant eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se réconcilier, autant ils ne peuvent plus réconcilier le Burkinabé. Je pense que la formule de réconciliation, la meilleure, doit être conduite par cette espèce de collège des sages. S'il faut faire revenir les anciens ou encore constituer un nouveau collège de sages fait pour moi d'autorité coutumière et religieuse, elle est la meilleure formule. Déjà, ce haut conseil-là, il faut la supprimer parce que déjà, le problème se pose juridiquement quant à la démission du président. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir négocier. Il y a 16 membres sur 21 qui demandent la démission du président. Soit on le saute, le président, et donc lui, il va répartir chez lui. Qui va le réconcilier, lui, avec les 16 membres qui ont décidé de ça? Soit il est là, et il ne peut pas travailler parce qu'il y a 16 personnes qui ne veulent pas travailler avec lui. Donc lui aussi, il est bloqué. Le Haut Conseil, au fonctionnement actuel, vu les problèmes internes qu'ils ont, je pense tout simplement qu'il nous faut nous en passer et ça va nous éviter des débats inutiles encore autour de la réconciliation nationale qui, à mon avis, devait être déjà enclenché depuis fort longtemps. Depuis le 22 mars, particulièrement, qu'ils ont été installés, 22 mars 2016. Oui. Ils n'ont toujours pas réussi à engager un processus digne. Ils ont un peu, les signataires de la pétition ont un peu relevé ce tarif, mais je pense qu'eux tous, ils sont comptables. D'accord. Oui, Woba. Moi, j'ai entendu ça et j'en ris. J'en ris de voir que ceux qui sont censés nous réconcilier ont besoin de se réconcilier entre eux-mêmes. Si ils sont combien? 21 membres. Oui. S'ils ne sont pas suffisamment sages, s'ils ne sont pas suffisamment conciliants entre eux-mêmes, il faut trouver une solution en interne. Il a fallu qu'on dépêche des médiateurs pour aller essayer de recoller les morceaux. Vous pensez que des personnes comme ça, je ne parle même plus du président seulement, hein, tous les 21, vous pensez que quelqu'un là-bas a la légitimité de vouloir réconcilier des Burkinabés? Ils ont perdu toute la légitimité. Et moi, j'ai dit tant mieux. Tant mieux parce que véritablement, moi, j'avais des appréhensions sur cette haute, comment vous l'appelez? Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. J'avais des appréhensions. Et particulièrement sur le président. Ça, aujourd'hui, je le dis, je ne veux pas parler de problème de personnes. Je ne le connais pas assez, mais je n'ai jamais senti sa capacité à pouvoir gérer la réconciliation nationale. Ça, je le dis franchement. Et aujourd'hui, le débat, il est posé. Je pense qu'on va tout simplement se passer, non pas seulement du président, mais des 21 membres. Il faut carrément reconstituer ça, parce que c'est peut-être même la loi qu'il faut revoir. Ce qu'eux, ils demandent là, enlever le président et puis peut-être le remplacer. Il faut aller regarder dans les textes de la Haute Cour, du Haut Conseil, si réellement c'est possible. Parce qu'on dit qu'ils ont un mandat unique de 5 ans. Et c'est à l'interne qu'ils ont élu leur président. Et vous savez que tous les 21 membres aussi ont été nommés sous la transition. Donc même les autorités qui sont là, ce n'est pas elles qui les ont nommés. Elles sont venues les trouver. Ils ont été désignés pour certains par le président du CNT, par le président de la transition, par le premier ministre de la transition. Donc c'est eux qui les ont nommés et qui sont partis. Donc aujourd'hui, voici un pouvoir qui est là, qui vient les trouver et qui espèrent qu'ils vont travailler et ils sont en crise. Ceux qui les ont nommés même ne sont pas là. Comment on résout ça? Je pense qu'il faut dissoudre le Haut Conseil et puis peut-être, s'il faut, il y a lieu de se réconcilier parce que vous connaissez ma position par rapport à la réconciliation. Il n'y a pas matière à se réconcilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas, en guerre, vraiment, on s'embrasse, on s'entend très bien. Il n'y a pas besoin de se réconcilier. S'il y a quelques dossiers qu'il faut envoyer en justice, on les envoie et puis la vie va reprendre son cours. Voilà. D'accord. Alors oui, Arnaud voulait réagir. Je ne sais pas si j'ai plus souri que Woba quand j'ai appris ça, mais ça m'a fait sourire aussi. Parce que, d'abord, moi je voulais savoir si Kambou préside le Haut Conseil ou bien excusez-moi. Benoît Kambou préside le Haut Conseil de réconciliation de l'unité nationale ou bien il le dirige.
c'est différent. Quand on préside un conseil composé de conseillers, ça veut dire que même s'il a un certain droit de veto, les décisions quand même sont prises de façon collégiale. Donc ces 16 frondeurs-là, ils ont leur part de responsabilité dans ce qu'ils pointent du doigt. Ils devraient avoir honte à mettre ça sur la place publique et régler les problèmes à l'interne s'il y en a. Sinon, ce que Ouba dit est vrai, ils ont perdu toute légitimité de réconcilier les Burkinabés. Et au-delà de ça, il y a un phénomène au Burkina qui est très dangereux. Récemment, les policiers ont grévé, ils ont demandé la tête de leur DG, ils l'ont eu. Aujourd'hui, au Haut Conseil, on réclame la tête du président. Demain, ça sera qui? Si à chaque fois qu'il faut réclamer quelque chose, au lieu de chercher à résoudre les problèmes, on demande au premier responsable de s'en aller. À bien voir de près, on va se rendre compte que c'est peut-être un des frondeurs là ou peut-être une main externe qui pousse les autres à manifester pour prendre la place du président. C'est pas exclu. Et c'est dommage. Dans le fond, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Dans le fond, je trouve que ces personnes n'ont pas raison parce qu'elles sont aussi comptables du résultat que le président. Mais il y a quelqu'un qui... Le président a d'ailleurs rencontré ces gens-là au cours du week-end, là, je pense bien, au cours de la semaine, là, les a rencontrés, ils ont fait le bilan de tout ce qui a été fait comme action et il leur a dit, pour les manquements, je pense que nous sommes tous comptables les uns que les autres. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a été fait à l'insu d'un membre du Conseil. Si vous avez des suggestions à faire, faites-le au président, si c'est lui qui prend les décisions pour qu'on avance. Ce n'est pas la peine de faire de la rétention de suggestions, je vais dire ça comme ça, et après sortir dire que bon, voilà, le président il ne travaille pas, alors que toi, tu es là-bas pour proposer aussi. Je trouve que ces gens-là ne méritent pas de réconcilier les Burkinabés. S'il faut réconcilier les Burkinabés, en tout cas, ce n'est pas à eux de le faire. D'accord, oui, Bama. Ben, je ne sais pas quoi dire, parce que là... Voilà des gens qui devaient nous réconcilier, qui demandent que nous les réconcilions d'abord avant de nous réconcilier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que ce que Ouba a dit, il faut tout de suite et maintenant mettre ça de côté et puis chercher à avancer. Et pour être plus sérieux, c'est pour dire qu'en réalité, ce qu'on reproche à ce pauvre président-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Moi, je ne sais pas. Cette haute cour-là, ce haut conseil, pardon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je ne sais pas concrètement. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire en une année? Moi, quand je regarde, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Pour dire qu'en réalité, dans ce pays-là, on n'a pas besoin de réconciliation. On a besoin de justice au Burkina, c'est tout. Cette affaire de haut conseil de réconciliation-là, c'est un deal entre des gens là-bas qui veulent s'absoudre, ne veulent pas passer par la voie de la justice. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on se laisse prendre dans le jeu de ces gens-là. Ce haut conseil-là, il faut tout de suite maintenant rayer ça. Et puis on n'en parle plus jamais au Burkina. Et chercher à faire justice aux gens qui ont besoin de justice au Burkina. Et tout le monde sera réconcilié. Partout, c'est comme ça que c'est passé. Et chez nous, à côté de chez nous, en Côte d'Ivoire, ils ont installé un truc similaire que Bani a présidé. Qu'est-ce qu'il s'en aille? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ça ne peut rien donner. Ces histoires de Conseil national de réconciliation, ça ne peut rien donner. Oui, justement, pour prendre des millions, donner à des gens qui vont se partager à des grosses voitures circuler dans la ville, et puis à la fin, venir déposer un gros rapport, et les Burkinabés resteront toujours dans la même situation, il n'y a pas de réconciliation, parce qu'il n'y a pas de justice. Oui, peut-être que parallèlement donc, à la démarche du Ashkroun, il y a la CODER aussi qui avait lancé donc, des idées allant dans le sens de la réconciliation des Burkinabés. On a eu l'impression qu'il y a eu comme c'est-à-dire une guéguerre entre les deux, entre la CODER et puis le Ashkroun, la CODER qui proposait d'aller directement à un fora donc, pour pouvoir discuter de toutes ces questions, ce qui n'a pas été par exemple proposé par le Ashkroun. Oui. Je pense que la CODER, à travers son président de l'époque, M. Gilbert Ouedraogo, a dit qu'il n'était pas en concurrence avec le Ashkroun. D'ailleurs, ils ont rencontré les conseillers du Ashkroun, ils ont fait leurs propositions, ils ont rencontré un certain nombre de personnes. Ils doivent normalement poursuivre leur série de rencontres et d'échanges qui doivent certainement aboutir au forum ou au fora dont tu parles. Maintenant, je pense que la formule à trouver, et M. Gilbert Ouedraogo l'a dit, quand on parle de réconciliation nationale, la justice en est un élément. On ne met pas de côté la justice.
il faut ça. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en 3 mois, la CODER a bougé plus que le Ashkroun en 1 an. Je ne sais pas s'il faut remplacer l'un par l'autre, mais toujours est-il qu'il y a un qui semble assez amorphe et qui ne donne pas du tout les résultats qu'on attend de lui, et des opposants. Peut-être que c'est dans leur intérêt aussi que la CODER, les membres de la CODER bougent ainsi, peut-être que c'est dans leur intérêt, mais toujours est-il qu'ils ont eu une démarche assez claire, même si pour moi ils ne sont pas allés jusqu'au bout, parce qu'on attend qu'ils rencontrent les victimes et les parents des victimes. Ce n'est pas encore fait, mais déjà, c'est peut-être parce qu'il y a plus eu de tapage médiatique autour de ça, comme c'est des hommes politiques, mais je trouve que le Haut Conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale n'a pas de raison d'être, et je ne sais pas quelle est leur formule de travail, si les conseillers frondeurs là peuvent nous dire ça justement, mais ce n'est pas la bonne. Parce qu'en 1 an, on devait avoir quand même des prémices ou un programme, ou je ne sais pas, un chronogramme d'activité entrant dans le cadre de la réconciliation nationale. Même si au fond, ce qu'ils reprochent à leur président est fondé, toujours est-il que c'est eux aussi qui sont concernés. On dit président du Haut Conseil, on n'a pas dit directeur général, ils ne décident pas seuls. C'est de façon collégiale que ça fonctionne. Donc ça devrait pas être, on ne devrait pas réclamer son départ voilà, par médias interposés. D'accord. Alors, certaines personnes pensent que c'est les fractures dont on vient de parler sur la scène politique même qui se retrouve finalement au sein du Ashkroun, et que peut-être c'est ça qui fait qu'il y a cette divergence, c'est-à-dire qu'il y a des gens de l'ancienne majorité, peut-être il y a des gens de la nouvelle majorité, il y a des gens de tous bords, et finalement, donc, ces divergences qui sont là sur la scène politique ou la scène nationale se retrouvent à l'intérieur du Ashkroun, et ça bloque finalement son fonctionnement. Si c'est cela, c'est vraiment dommage, et c'est peut-être que ça confirme que personne ne veut de la réconciliation. Or, ça, je trouve que ça ne fait pas l'affaire de la CODER, des gens de la CODER du moins, peut-être pas de la CODER, mais en tout cas des gens de la CODER. Parce qu'eux, ils veulent quoi? Ils ont demandé cette réconciliation, une sorte de pardon. Et ça ne peut se faire que dans un cadre, justement comme le Ashkroun. Parce que ce n'est pas le cadre peut-être qui est mauvais, mais ils n'ont jamais su travailler comme il fallait le faire. Donc, si la CODER espère une réconciliation, le fait que le Ashkroun soit en crise, peut-être en termes d'image médiatique, c'est profitable à la CODER, parce qu'on va dire, eux au moins, ils ont fait bouger les choses, eux au moins à l'intérieur, d'après les apparences en tout cas, ça semble aller, contrairement au Ashkroun qui est en crise. Mais en réalité, au fond, si le Ashkroun est en crise, si le Ashkroun doit disparaître, ça ne fait pas l'affaire de la CODER, parce que la CODER ne peut jamais conduire cette réconciliation nationale. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus de gens partisans qui sont là-bas, parce que ceux qui sont là-bas représentent des partis politiques, ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont au Ashkroun. Cela dit, en termes de travail sur le terrain, moi j'ai eu à le dire à des représentants du Ashkroun à l'occasion d'un panel organisé par le réseau d'initiative de journalistes. Le RI, il n'y a pas si longtemps, c'était le dernier vendredi du mois d'avril au centre de presse Norbert Zongo. Et il y a un représentant du Ashkroun qui est venu faire une communication, et il y avait un représentant également de la CODER. Moi, je n'approuve pas la CODER, je ne partage pas leurs idées en la matière. Mais j'ai eu à dire aux représentants du Ashkroun que je préfère 10 fois ce que la CODER fait que le Ashkroun. Parce que la CODER soulève des débats. On sent que, parce qu'on ne peut pas aller à la réconciliation tant qu'il n'y a même pas le débat là. Il ne faut pas avoir peur du débat. Qu'ils soient allés en Côte d'Ivoire voir quelqu'un et puis revenir. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Sachez qu'on n'ira pas à la réconciliation tant que tous ces débats-là ne se posent pas. Le Ashkroun n'a jamais soulevé un débat. Il n'y a pas de débat. On ne sait pas ce qu'ils font. Et le représentant nous a montré qu'ils travaillent, et ça c'est vrai. Ils travaillent. Ils font du travail dont personne n'est au courant. J'ai dit, mais vous faites tort à vous-même. Et je ne savais pas que quelques jours après, ça allait être ce qui est en train de se passer. Parce que justement, eux sont assis là-bas, parce qu'ils ont reçu 5000 et quelques dossiers qu'ils ont en main. Et tous les jours, ils sont en train de les fouiller pour classer, pour ranger, pour voir qu'est-ce qu'on peut ranger dans la crise politique, dans la crise économique, sociale et autres. Comment
agencer les dossiers. Mais ce n'est pas ça. Ça vraiment, c'est un travail administratif et autres. Ce n'est pas ça qui va nous réconcilier. C'est le président qui a prouvé qu'il travaille, ne doit pas faire partie des frondeurs. En tout cas, il a prouvé qu'il travaillait avec des éléments probants. J'ai dit tant mieux, mais vous ne pouvez pas travailler dans le silence parce qu'on ne peut pas réconcilier les gens dans le silence. D'accord. Oui, une dernière réaction, sinon on va avancer parce que on est pris par le temps. Je pense qu'on a réconcilié sur la question du Ashkroun, donc on peut passer à deux choses. On est tous d'accord sur sa suppression. Il y a une unanimité en tout cas sur l'existence ou donc le démantèlement, si on peut le dire ainsi, de cette structure. Alors, le 3 mai, la communauté internationale a célébré donc, la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Burkina, cette journée a été célébrée sous le thème « Défis sécuritaires au Burkina Faso, rôle et responsabilité des médias ». C'est une question qui a été largement donc, débattue, avec tout ce qu'on a connu comme attaque terroriste au Burkina. Alors, ce qu'on peut dire, la question qu'il faut se poser ici, alors est-ce que entre journalistes et forces de l'ordre, le journaliste peut-il faire son travail sans donc compromettre le travail des forces de l'ordre sur le terrain et sans compromettre également la sécurité donc, au plan national? Alors, Bama. Non, en fait, là, vous posez une question très, très essentielle, très délicate aussi, parce que souvent, on n'y prête pas grande attention, mais c'est des choses qui sont très, très essentielles dans notre vie ensemble. Parce que quand on est journaliste, ce qu'on a coutume de faire, c'est on a une information, la tendance rapide, c'est chercher à la mettre sur la place publique. Or, il se trouve que souvent, il y a des informations, au-delà du fait de la rendre publique, il peut y avoir des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer souvent. Et je crois que l'occasion de cette commémoration a été très bonne pour que les uns et les autres soient sensibilisés sur ces délicatesses-là, parce que on a pu le remarquer, comme tu l'as dit, pendant la gestion de la situation au nord, là, où il y a eu des situations où des articles de presse, les forces de l'ordre l'ont déploré, joué contre leurs actions sur le terrain, ou même ont fait capoter carrément certaines initiatives dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je ne pense pas qu'il y ait un journaliste qui le fait dans cette intention-là. Souvent, on le fait croyant bien faire, mais il se trouve que ça peut avoir des répercussions qu'on ne s'imagine pas. Et donc, à ce niveau-là, je crois que c'était une très bonne occasion entre les deux entités de se parler droit dans les yeux. Et je crois qu'on a pu tirer quand même on a pu en tout cas tisser en tout cas des relations, dégager des passerelles en tout cas de collaboration qui pourront nous permettre en tout cas de gérer ces questions de façon beaucoup plus efficiente pour les uns et les autres. C'est ce que moi je peux dire sur cette question. Oui, Hyacinthe. Non, il y a une notion que moi je retiens notamment de la rencontre initiée par le centre de presse avec nos amis forces de défense et sécurité. C'est cette notion de coproduction de l'information sécuritaire, mais également de coproduction de la sécurité. Parce que, justement, malheureusement, sur le terrain, on a souvent l'impression qu'on est des adversaires entre journalistes et forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire entre la grande miette et les grandes gueules, comme on aime le dire. Donc, il y a cette notion de confrontation, alors que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on est tous d'accord, on est tous, par exemple, enclins à donc travailler à ce qu'il n'y ait pas une certaine victoire du côté des terroristes. Donc, on peut travailler à coproduire ensemble déjà l'information sécuritaire, c'est-à-dire pouvoir, nous journalistes, nous avons besoin de donner l'information aux populations, mais en travaillant avec les forces de défense et de sécurité, nous pouvons donner de l'information qui n'est pas de nature à compromettre leur action sur le terrain. Elles ont témoigné de certaines actions qui ont été compromises par certaines informations, notamment. Donc, il n'y a aucun intérêt pour un journaliste burkinabé de compromettre une action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de l'armée burkinabé ou même d'une unité burkinabé ou même de la force de l'opération Panga, par exemple. Donc, il y a une nécessité de produire déjà cette information sécuritaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait cette porte fermée du côté de l'armée lorsque les journalistes vont se tourner vers elle pour avoir des informations. Parce que c'est comme Obama l'a dit, tu recoupes tes informations, si tu n'as pas de version, tu peux lancer. Et maintenant, attendre le communiqué officiel qui va venir plusieurs jours après. Mais si, au-delà de cela, maintenant, il y a la
coproduction même de la sécurité. Parce que nous sommes tous dans ce Burkina. Lorsque le terroriste tire une balle, ça ne choisit pas le journaliste pour le tuer, ou le militaire pour le tuer, ou le civil pour le tuer. Ça tue simplement. Donc, comment l'empêcher de tirer ensemble? Donc, il faut travailler ensemble. Déjà, dans cette sensibilisation de la population, dans l'éveil des consciences, pour qu'ils puissent notamment travailler en termes de renseignement avec nos forces de défense et de sécurité, on peut le faire ensemble. Et je pense que vraiment, la commémoration de cette, au Burkina en tout cas, de cette journée-là, avec les activités initiées par le centre de presse, même si du côté du football, ils n'ont pas été fair play puisqu'ils ont venu prendre notre tournoi, mais quand même a permis d'avoir ce lien-là, de tisser ces liens-là. Et je pense que ça ne peut être que profitable pour le Burkina d'une manière générale. Oui, à côté des médias traditionnels, on a les réseaux sociaux donc, qui prolifèrent actuellement. Est-ce que là également, il ne faut pas jeter un œil pour vraiment essayer de contrôler, sinon de réguler donc cette forme d'information aujourd'hui du public, surtout sur des questions assez délicates comme la lutte contre le terrorisme, l'information sécuritaire. Je disais une fois sur ce plateau que nous n'avons même pas encore fini l'éducation aux médias classiques, qu'il faut éduquer les Burkinabés aux nouveaux médias, les réseaux sociaux. Ça, c'est un grand défi pour notre pays. C'est nouveau, donc on en abuse. Et on ne sait parfois pas utiliser ça de la bonne manière. Et c'est un vrai danger. Et je pense que déjà que le débat soit posé à ce niveau, les autorités de régulation des télécommunications et de la communication aussi ont posé le problème. Et je pense que des pistes de solutions sont en train d'être trouvées. Et aussi, je pense qu'il y a déjà eu un procès concernant une affaire qui a commencé sur Facebook. Oui. Donc déjà, il y a cet aspect. Aussi, la dernière fois, on a parlé aussi de ces personnes très proches du pouvoir qui s'amusent parfois à jeter certaines informations sur les réseaux sociaux. On se demande parfois si c'est des ballons d'essai ou bien si c'est des gens qui veulent se jouer plus royaliste que le roi parfois. Et tout ça participe à l'éducation des gens. Quand il dit l'éducation des Burkinabés à l'utilisation des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les lambda. C'est même au plus haut niveau de l'État. Notre chef de l'État, par exemple, il discute avec ses concitoyens sur Twitter. C'est très bien. Mais il ne faut pas en faire quelque chose de très dangereux. Et autant le journaliste classique se retrouve pris entre le marteau du devoir d'informer les citoyens et l'enclume du devoir de ne pas attiser la peur, de ne pas faire l'apologie du terrorisme, autant aussi l'internaute et activiste sur les réseaux sociaux doit aussi se donner ces devoirs-là. Et il faut je ne sais pas le créneau qu'il faut trouver, mais il faut amener les gens à assimiler ça. Et je pense que pour en arriver, il faut des textes clairs pour dissuader certaines pratiques sur les réseaux sociaux. Oui, Hyacinthe ne semble pas être... Vraiment, je doute du pouvoir de ces textes-là. Parce que lorsque vous avez des textes, vous avez des hors-la-loi. Et avec les réseaux sociaux, vous aurez toujours des hors-la-loi. Tout simplement, pour moi, il faut aussi que nous, c'est l'occasion de ce genre de commémoration en tant que journalistes, nous posons certaines questions, parce que nous n'avons plus le monopole de l'information, c'est-à-dire de la production de l'information. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous restons toujours quand même une référence en termes de recoupement de certaines informations, en termes de crédibilité de l'information. Qu'est-ce que nous faisons pour contrer cela? Parce que sinon, tout de suite, moi je suis citoyen, je sors devant la TV, j'ai un accident, je fais la photo, je mets sur ma page Facebook. Je n'ai reçu aucune formation sur la protection du droit à l'image, la protection des données à caractère personnel, le fait de ne pas choquer les personnes. J'ai une information, je la donne. Quelle est la loi qui va pouvoir me sensibiliser ou même me réprimer pour que je n'ai pas ce réflexe-là, pour que je n'ai pas cette envie? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les réseaux sociaux ont autant de succès. Nous sommes une société de l'instantané. Donc, ce n'est pas la loi qui va empêcher les gens d'avoir ce goût de l'instantané. Mais je pense qu'il doit y avoir un contre-pouvoir. Parce que lorsque vous avez, par exemple, une information qui est donnée sur Facebook par une personne, il y a toujours ce réflexe chez ceux-là qui ont vu l'information d'aller vers les médias classiques ou vers les pages classiques des journalistes pour voir si, effectivement, c'est recoupé. Et on ne prend pas ça pour du pain béni ou bien du... C'est-à-dire qu'il y a quand même ce réflexe de... Donc, mais il faut proposer ce contre-pouvoir-là. Il faut nous-mêmes nous adapter à ce nouveau canal qui
qu'est les réseaux sociaux, en tant que média, mais aussi en tant que journaliste, pour contrer. Sinon, je ne pense pas vraiment qu'une loi puisse faire quelque chose ici, honnêtement. D'accord, oui. Ouba, très rapidement sur cette question. On peut centraliser le débat même sur ça, sur les réseaux sociaux. Parce que la menace, ce n'est véritablement pas les médias classés. C'est beaucoup plus, effectivement, le journaliste, il a une charte de déontologie et d'éthique. Il travaille suivant une loi de l'information. Celui qui publie sur les réseaux sociaux, là, il n'a pas ça. Et c'est tout le monde à la fois. Les militaires, lorsqu'on a eu ce panel à l'occasion de la commémoration du 3 mai, ils nous ont dit à quel point ils ont été choqués que les images de Nassumbu se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais posez-nous la question, quel média classique a publié ces images? Aucun média. Ce n'est paru nulle part, c'est sur Facebook. Et quand vous vous dites, ces images-là se sont retrouvées sur Facebook, et vous vous posez la question, qui les a mis? Moi, je dis, les militaires, ils sont pour quelque chose. C'est même les militaires, parce que qui est allé sur le site où il y a eu cette attaque-là? Les premiers, c'est les militaires, ils ont été les premiers concernés. Ils ont pris les images, soit ils les ont mis sur Facebook eux-mêmes, ou bien ils ont passé à un ami pour regarder, et puis quelqu'un les a balancés sur Facebook. Donc c'est Facebook le danger. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a attaque, vous pouvez vérifier, les médias n'ont plus jamais eu la primeur. Quelqu'un, quelque part, va forcément mettre sur Facebook qu'il y a eu attaque ici. Et les médias commencent à recouper, et c'est les médias qui commencent à peaufiner l'information pour dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, à quelle heure, quels sont les acteurs impliqués. Donc aujourd'hui, les médias sont même le garde-fou. Et les forces de défense et de sécurité et les autorités doivent travailler à ne pas discrédibiliser, décréditer ces médias traditionnels-là, qui doivent faire le bon boulot et contrer les médias sociaux qui n'ont aucun règlement et on ne peut pas les contrôler. Donc, le débat, il est fondamental, mais je répète encore que véritablement, les médias classiques, aujourd'hui, on essaie autant que possible de faire bien le travail. Et je vous dis, les gens voient les ratés quand les médias publient et puis on dit, bon, vous n'aurez pas dû dire ça. Mais les gens ne savent pas combien d'informations, d'éléments des journalistes ont à leur possession et qui ne publient jamais. Il y en a tellement. Personnellement, j'en ai autour de la table ici, des gens il les est arrivé d'avoir des informations qu'ils n'ont jamais publiées et qui ne vont jamais publier. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est chaque fois qu'on publie et qu'on dit, ah, attention, il ne fallait pas publier, on se lève, on tape sur la presse. Donc je pense que notre presse, d'une certaine manière, est assez responsable. On a échangé avec les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on s'est assez compris. Et comme Yacine le dit, c'est un terme que beaucoup de gens ont adoré, on a trouvé qu'il était assez juste. La coproduction de la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité ne relève pas seulement du domaine du militaire, ça doit impliquer tous les acteurs et les médias particulièrement. Alors, c'est un débat intéressant, on aimerait bien le poursuivre, mais on est talonné par le temps. Il nous reste 10 minutes, il reste 2 sujets sur la table. Alors, on va parler très rapidement de la visite du président ghanéen, visite officielle de 48 heures que Nana Akufo-Addo a effectué au Burkina Faso. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale. Alors, est-ce un bon signe pour la dynamisation des relations entre les deux voisins? Oui. Absolument, absolument, parce qu'on a une grande diaspora au Ghana, on a une forte communauté burkinabé au Ghana, et peut-être même autant que la Côte d'Ivoire, sinon plus, d'après certaines sources. Donc je pense que c'est vraiment de bon aloi que le président ghanéen se déplace au Burkina, même si c'est une tournée sous-régionale. Et on ne peut que saluer cela, et j'espère que ce qui va en sortir de ces rencontres de travail-là servira les deux populations. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cela. Et il en était temps. Oui, il y avait des dossiers sur la table, notamment le projet de chemin de fer entre Accra et Ouagadougou. Oui, Bama. Non, je crois qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. C'était une rencontre qu'il fallait bien avoir à ce niveau-là, au niveau des deux États. Quand on regarde les intérêts communs entre ces deux-là, il faut bien que les gens aient l'occasion souvent de pouvoir échanger de façon, en tout cas, concertée sur ces différentes questions-là, que ce soit le transport. Tu parlais tantôt de questions de chemin de fer. Oui. Voilà, sur la question de transport, au-delà du chemin de fer, il y a même le corridor routier Ouaga-Accra qui est problématique. Il y a pas mal de problèmes sur ce corridor-là, des questions de tracasserie et tout ça qu'il faut
il va falloir aplanir. Il y a aussi les questions agricoles aussi qu'ils ont abordées, les questions même de sécurité et tout ça. C'est autant de problématiques sur lesquelles il faut bien qu'on puisse avoir une vision assez concertée au niveau des différents, que ce soit avec le Ghana ou bien en tout cas tous les pays avec lesquels on partage des frontières, qu'on puisse avoir une même vision pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc à ce niveau, vraiment, c'est une rencontre qu'il faut en tout cas apprécier à sa juste valeur. Voilà. Ok, oui, Hyacinthe. Non, je pense que c'est vraiment comme les gens. Cette deuxième visite officielle d'un président au Burkina Faso, elle a été salutaire parce que lorsqu'on regarde le contenu des travaux, en tout cas, il y a de grands espoirs à avoir. Pour revenir sur 3 points essentiels, selon moi, c'est le domaine du transport ferroviaire et routier. Moi, j'ai été vraiment, disons, impressionné de voir qu'au Ghana, on a pris la pleine mesure de la question du chemin de fer. On nomme un ministre plein du chemin de fer. J'espère que ça va inspirer nos autorités, qu'on ait en tout cas une institution qui prend en charge cette question-là, parce que pour désenclaver le Burkina, il faut nécessairement passer par le chemin de fer. Mais également, dans le communiqué conjoint, il est également question de cette notion de poste de police juxtaposé qui va lever certaines tracasseries routières qu'on a jusqu'à présent, que les chauffeurs routiers dénoncent sur ce corridor Ouaga-Accra ou Ouaga-Tema. Il y a aussi cette question de libre circulation de certaines marchandises. On sait très bien dans le domaine agricole que nous avons des produits, notamment les légumes, qui sont très importés et exportés vers le Ghana. Donc il y a ces questions-là qui doivent être levées pour permettre d'avoir quand même un partenariat gagnant-gagnant économiquement. Et il y a en fait cette question d'électricité, puisqu'on n'en finit pas au Burkina d'en parler. L'interconnexion Bolgatenga-Ouaga, on espère qu'avec cette rencontre, ça va accélérer les travaux et que nous aurons enfin les 85 MW promis pour permettre de réduire un temps ça peut le délestage intempestif à Ouagadougou. Donc je pense que en tout cas, il y a plus d'aspects positifs à cette visite du président Nana Akufo. Ok, oui. Roba. C'est une visite salutaire. Je pense que le Ghana, sur plusieurs plans, peut être considéré comme un modèle pour le Burkina. Le Ghana est un modèle démocratique, ça marche assez bien, on peut le dire. C'est un modèle économique aussi qui a sa particularité et ça marche assez bien. Et le Ghana lui-même est une particularité dans notre sous-région du fait de son histoire coloniale et par conséquence aussi de la langue. Et je pense que ces deux facteurs-là, qui ne font que un, parce que c'est l'histoire coloniale, font qu'il y a moins de frottement aujourd'hui entre le Burkina Faso et le Ghana. Or, on devait travailler à ce qu'effectivement on puisse intensifier les relations de ce côté-là, parce que véritablement on peut beaucoup en tirer de nos relations avec le Ghana. Et j'encourage notre chef d'État à approfondir cette réflexion. Et en même temps, j'invite aussi notre chef d'État. Moi, j'ai l'impression que dans la sous-région, Roch Marc Christian Kabore n'a pas encore fait une visite d'État, une visite d'amitié. Chaque fois que le président est allé dans la sous-région, c'était un voyage de nécessité. C'est aller à un sommet, c'est aller à l'investiture d'un président, ou alors peut-être quand on a été au TAC en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu cette visite où on a décidé on va en visite d'amitié et que c'est dans la sous-région. Il n'y en a pas. C'est comme aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. Je pense qu'il est allé pour la rentrée parlementaire panafricaine. Donc, ça pose problème. Plus d'un an qu'il est là, il n'a pas rendu une visite d'État à un chef d'État de la sous-région. Pour moi, ça pose problème. D'accord, on va rester sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez en 30 secondes? Je ne vois pas de problème, mais qui reste ici, qui règle le problème. Je pense qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours des ministres, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a autant d'ambassadeurs, il y a les représentants qui peuvent le... Vraiment, je pense qu'il ne faut pas revenir sur ce débat-là. On a tellement de problèmes ici. Qui reste, qui règle la question du Ashkouroun? Déjà, au lieu de voyager. Voilà. Si vous dites qu'il est assis, je peux comprendre. Il voyage, mais il ne fait pas les voyages qu'il faut. Je pense que le reproche a toujours été fait au chef d'État de voyager trop. Alors, on a quelques
lorsque c'est nécessaire aussi, on ne va pas faire débat sur ça. Je ne trouve pas qu'il voyage trop. Je pense qu'on ne va pas balayer du revers de la main la proposition de Woba. Si c'est nécessaire d'améliorer nos relations avec les pays, de nous apporter, je pense qu'il faut explorer cette piste. Okay. Maintenant, je voulais lui dire qu'il parle de manque d'interaction entre le Ghana et le Burkina. Il faut peut-être préciser que c'est au niveau étatique, sinon au niveau de la population, l'interaction est assez grande. Allez, merci beaucoup. On ne pourra pas débattre de la France. Bon, les élections se tiennent aujourd'hui et on n'a pas le temps d'en parler. On espère que le dimanche prochain, on aura une occasion pour discuter. Donc, ce n'est pas une question de liberté de la presse. Alors, donc, vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle très rapidement qu'il y avait sur ce plateau Ladi Bama du journal Le Reporter, Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga, alors Yacinthe Sanou de Omega FM et Boukari Woba du bimensuel Mutation. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.